Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce que je suis en train de miner actuellement, mais je vais aussi et surtout vous parler de l'actualité parce qu'il y a encore des nouveaux développements. Voilà. Et malheureusement ça va pas forcément dans le bon sens. Donc on va passer tout de suite à la vidéo. Alors je vous donne déjà un petit indice sur ce que je suis en train de miner. Donc je mine du Nexa. Donc je vous avais un petit peu parlé du fait que j'étais en speculative mining. Et c'est un projet donc, que j'ai suivi un petit peu par le biais de mon confrère Makertronic. Donc je vous invite vraiment à aller voir si vous voulez creuser ce sujet. Donc c'est un coin qui propose en fait certaines évolutions qui sont vraiment dans l'air du temps. Du coup je me dis que ça peut être un bon pari pour l'avenir. C'est un coin au début qui était un petit peu complexe à miner parce qu'en fait il fallait faire une feuille de route. On minait sans feuille de route dans HiveOS et il fallait faire une install custom du mineur. Donc entre temps ça a changé, donc maintenant c'est beaucoup plus simple de le miner. Donc si vous voulez commencer à le miner, moi je vous invite à aller tout simplement sur Mining Pool Stats. Il y a une seule pool réellement, c'est Airplant. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, quand j'ai commencé, en fait, on était à 170 GH de difficulté de hash rate, et maintenant on est passé à 985 GH. Donc ça fait x5 presque au niveau de la puissance de calcul. Donc c'est le coin que j'ai le plus miné depuis que je suis dans le mining, le nombre de coins, parce que je suis au-delà des 30 millions. J'ai 22 millions qui m'ont été payés et j'ai 8 millions 6 qui sont en attente, parce que c'est une des particularités aussi de ce mining de Nexa, c'est qu'en fait les paiements ont lieu 5000 confirmations après le mining. Voilà. Donc ça évite aussi que tous les coins soient jetés au même moment, soient vendus. Et il y a des listings, donc il y a des listings hop là, qui sont un petit peu sur Xbitron notamment. Et vous voyez, donc il y a une majorité de Russes. On est quand même 1425 Français à le miner. Et aujourd'hui, c'est plus très compliqué. Donc vous avez toutes les références sur le site, aussi le wallet qui est disponible sur le site, etc. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Moi, je suis là, j'essaie de chercher des solutions en ce moment pour passer cette période difficile. Donc, ce que je mine autrement, c'est du Radiant et un petit peu de Raptorum. J'ai mis en pause ma production de Flux, vu que j'ai maintenant mes petits nodes, mes deux petits cumulus. Donc je vous montre aussi donc toujours l'importance d'avoir des cartes un petit peu bien ventilées, parce que vous voyez j'ai un petit souci sur ma Gigabyte, c'est mon modèle Eagle très entrée de gamme, et vous voyez j'ai beau mettre le ventilateur à 95%, je suis quand même assez haut au niveau des températures. Voilà, c'est pas risqué, mais ça serait quand même mieux que je puisse baisser la ventilation, parce que les ventilos à 95 ou 100%, ça abîme quand même beaucoup plus, ça s'abîme beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé de ce mining, moi ce que je voulais vous parler, c'est un petit peu de cette problématique qu'on a de peur sur les marchés. Et je vais prendre un petit peu en exemple un tweet. Alors c'est CryptoBob qui met ça. Comment ça se passe pour vos retraits sur Binance actuellement? Je dis pas qu'il faut retirer son argent, parce qu'en fait il a une demande qui est en attente de confirmation de la part de Binance. Et on lui dit que ça va prendre jusqu'à 12 heures. Donc c'est des messages qu'il y a eu depuis des années sur Binance, sur certaines opérations, sur certains coins, etc. C'est aussi pour protéger les utilisateurs qui a ça, mais malheureusement dans ce climat actuellement, c'est mal interprété, ça peut être mal interprété, et puis les gens tout de suite ils vont chercher, il y a un problème avec telle plateforme ou telle plateforme, et c'est super dommage, et ça fait beaucoup de mal à l'écosystème, moi je trouve, parce que c'est pas forcément, il y a vraiment pas forcément quelque chose derrière. Alors je dis pas qu'il n'y a pas un problème avec Binance, on va en reparler un petit peu plus tard, mais voilà. J'ai un petit tweet aussi, attendez, je voulais vous montrer ça. Voilà, alors il y a les échanges de tweets aussi qui sont dévastateurs entre Binance, parce que Binance a publié une preuve de réserve, mais dans sa preuve de réserve, en fait, il n'y a pas tout ce que détient Binance et toutes ses dettes, c'est partiel. Et du coup, Jess Powell, qui est le PDG, ou plutôt l'ex-PDG de Kraken, qui a dit, attention, c'est un gros drapeau rouge, etc. C'est pas un drapeau rouge, je pense qu'en fait actuellement les exchanges ont beaucoup de mal à trouver une solution pour pouvoir vraiment montrer l'état de leurs avoirs de façon complète et instantanée. Les sociétés hors crypto ne font pas ça, ils font des bilans annuels, mais dans le monde des cryptos et vu la défiance qu'il y a, il faudrait innover, il faudrait peut-être innover. Aujourd'hui, ils n'y arrivent pas et en fait,
malheureusement, il y a des interactions comme ça entre des personnes qui sont quand même très haut au niveau de la hiérarchie des exchanges, et ça fait énormément de mal. Binance a essayé de se défendre par rapport à ça, et Jess Powell dit il n'y a pas de... c'est du bullshit. Le Merkle Tree, donc on en a parlé beaucoup, c'est du bullshit. Il n'y a pas... aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de solution simple. C'est ce qu'il dit, en fait. Voilà. Alors, j'ai Crypto Farmer, je reprends un petit tweet qu'il avait fait il y a quelques temps. Alors, c'est pas du tout pour l'afficher, hein, mais pas du tout pour l'afficher, mais regardez. C'est ça aussi qui, malheureusement, fait qu'on est dans un mouvement de défiance. Des rumeurs commencent à apparaître sur Nexo qui seraient insolvables. Donc ça, c'était il y a quelques temps, c'était en octobre. Vrai ou pas, ça vous coûte rien de retirer vos cryptos. Sauf qu'en fait, au-dessus, on a quand même vos cryptos sont à risque. Donc en fait, on sous-entend qu'il y a un vrai souci avec la plateforme. Dans le cas de Nexo, à ce jour en tout cas, au 18 décembre, la plateforme n'a pas fait faillite. Je peux pas vous conseiller d'être sur cette plateforme. Aujourd'hui, je peux pas vous conseiller d'être sur quelque plateforme centralisée que ce soit. Mais il faut vous dire que les gens qui lancent un petit peu ces alertes ou qui les mettent en avant n'ont pas forcément plus d'informations que le commun des mortels. Et malheureusement, ça fait du mal parce qu'encore une fois, ça entraîne le doute et la peur. Donc il y a aussi ces mauvaises nouvelles. Alors ça, moi je trouve que c'est extrêmement néfaste. C'est suite aux audits crypto qui ont été faits. Binance avait demandé au cabinet Mazars, donc un très gros cabinet d'audit, d'auditer ses comptes. Et malheureusement, vu ce qui se passe, en fait, vu la mauvaise image que ça leur envoie, Mazars préfère se retirer de la partie. Alors, ils le disent, ils suspendent temporairement leur travail avec les clients de crypto-monnaie. À mon avis, c'est parce qu'en fait, il y a un risque de réputation pour un cabinet d'audit. Et le cabinet d'audit, en fait, ce qui fait sa force, c'est sa réputation. Donc moi, c'est tout à fait compréhensible que Mazars décide de se retirer temporairement. Et le journal du coin, il le dit bien, l'audit de tel mastodonte financier n'est pas une tâche aisée, en fait. On leur a pas demandé de comptes aussi poussés depuis le départ, et du coup, en fait, tout simplement, ils n'ont pas, en quelques semaines, le temps de développer des outils d'audit et des outils qui pourraient restaurer la confiance. Alors, ce qui est extrêmement dommage, en plus, c'est qu'il n'y a pas que Mazars qui se retire, il y a aussi Armanino, la société qui auditait notamment FTX, et qui audite actuellement Nexo, hein, et je vais reprendre juste cette news. Donc là, c'est Forbes qui nous le dit. Hein. Et en fait, quand on va sur le site de Nexo, donc il y a encore écrit au niveau security qu'il y a un real-time audit avec Armanino. Donc ça, je pense que normalement, ça devrait disparaître parce que si c'est réel, ils vont couper les ponts avec le domaine de la crypto. Mais encore une fois, c'est dommage parce qu'en fait, ça enlève une confiance supplémentaire dans les acteurs. Parce que j'espère, en tout cas, tous les acteurs ne sont pas véreux comme l'était FTX. Il y a des bons acteurs sur le marché. Et malheureusement, ça a des conséquences aussi, même en France. Moi, je vais vous montrer, donc c'est BFM TV qui en parlait. Ce qui se passe, c'est qu'on a l'agrément PSAN pourrait devenir obligatoire pour les crypto-sociétés d'ici un an. Donc, ce qui se passe, et BFM TV là fait un bon travail, je trouve, sur ça, c'est qu'ils disent le problème, c'est qu'en fait, ça va créer vraiment un cadre réglementaire assez strict qui peut dégoûter certaines sociétés de rester sur le marché français. Le problème, c'est qu'en fait, cette défiance qu'il y a eu suite à l'affaire Celsius, suite à l'affaire Luna, suite à l'affaire FTX, c'est qu'en fait, il y a un climat de peur, on n'a plus du tout confiance dans les sociétés liées aux crypto-monnaies, à la détention des crypto-actifs. On envoie des signaux, d'un côté, il y a la France qui déroule son tapis rouge pour accueillir le siège de Binance, et de l'autre côté, en fait, on essaie de changer les règles, et le problème, on change les règles tellement souvent, on fait un pas en avant en créant cet enregistrement PSAN, on crée on fait un pas en arrière en obligeant les sociétés très rapidement à se conformer à certaines règles qui ne sont même pas encore vraiment mises en place. Malheureusement, ça c'est ultra négatif. Et ça incite pas à la confiance. Donc moi, je suis pas vraiment très positif, malheureusement, pour cette année 2023 sur le développement des cryptos. On risque encore d'avoir vraiment beaucoup de choses. Donc clairement, le bear market, il est là. Et malheureusement, c'est compliqué. Et ça risque de rester compliqué.
Alors, moi, je voulais aussi vous parler, hein, j'en profite un petit peu aussi pour vous parler d'un événement auquel j'ai assisté. Hein. Donc, je vous l'avais dit, j'ai assisté à un événement de Swissborg chez Pirates Lab. Donc, j'étais présent, hein, c'est moi qui suis ici, là, sur la gauche. J'ai pas pris de photos, je suis pas encore vraiment calé sur ça, comment couvrir un événement. Je m'étais pas trop préparé, j'ai été un petit peu à l'arrache. Et je voulais vous parler un petit peu de Swissborg, parce que j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec un des cofondateurs de Swissborg. Hop là. Alors, attendez, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est lui. Lui, c'est Anthony Le Soimier. Donc il est un des cofondateurs de Swissborg et je voulais juste vous parler un petit peu de ça parce que j'ai pu échanger avec lui alors de façon totalement informelle parce que c'était autour d'une bière, c'est pas du tout un interview en one-to-one. Je tiens à le dire et c'est mes propos que je vous rapporte, c'est pas forcément ce qu'il a dit de la façon dont il a dit, mais j'ai essayé de lui reparler parce que je me suis dit c'est une bonne opportunité de pouvoir parler à quelqu'un qui est quand même vraiment présent et qui a sa société ancrée dans cette problématique. J'ai essayé de lui parler de la preuve de réserve. Et je tiens à préciser que c'est une personne qui est très accessible, très humble. Hein. Pendant le meeting, c'était plus une présentation en fait de ce que fait Swissborg actuellement. Il n'a pas hésité à reconnaître aussi que Swissborg faisait des erreurs. On n'est pas du tout sur quelqu'un qui a l'air d'une personne comme peut-être Sam Bankman-Fried qui était vraiment sous le feu des projecteurs. Lui vraiment, il a adopté une stature en tout cas vraiment très humble et ça je trouve que c'est quand même très positif. Hein. On a besoin de personnes comme ça. Hein. Alors, ce qu'il m'a dit en fait par rapport à la preuve de réserve, c'est qu'aujourd'hui comme je vous le disais juste avant, les différents exchanges, ils sont pas prêts à ils n'ont pas d'outils qui leur permettent en fait vraiment de faire un audit en temps réel. Tout ça reste à développer. Le Merkle Tree, c'est pas quelque chose qui résout la problématique. Et malheureusement, ça reste de l'humain, faire confiance à une tierce personne à qui on prête son argent. Voilà. Alors moi, concernant Swissborg, parce que quand même, Swissborg, je lui ai dit, moi c'est un projet qui m'a jamais trop hypé. Quand je me suis inscrit, j'ai un petit compte chez eux, et d'ailleurs je vous laisserai le lien si vous voulez vous inscrire. Hein. Mais encore une fois, je pense qu'actuellement, c'est compliqué de faire confiance à un exchange, et ils n'ont pas pu me prouver en fait leur capacité à passer ce moment très difficile, cette crise. Hein. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a jamais trop hypé. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu la crypto pour les débutants. Donc ils sont enregistrés PSAN en France. Ils vont proposer une carte de paiement avec. Ce qu'ils ont comme système, en fait, c'est qu'ils misent beaucoup sur leurs jetons. Pour pouvoir augmenter le yield. Donc c'est le CHSB qui permet en fait d'obtenir un yield supplémentaire, donc des rendements plus importants quand on en possède une certaine quantité. C'est positif, moi je trouve, pour leur écosystème. Ils essaient de faire un système vertueux basé autour de leur token, et en fait ils font aussi beaucoup d'investissements par thématique. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, c'est un petit peu, c'est ce que ça me faisait donner comme sentiment, c'était un petit peu de l'investissement pour débuter. Je ne vais pas vraiment trop rentrer dans les détails, mais ce que je trouve bien, c'est que les fondateurs ont une expérience dans la gestion de fonds d'investissement et la gestion d'actifs. Donc je pense aussi c'est pour ça qu'ils vont dans ce sens-là, qui poussent en fait des investissements par thématique. Ça permet en fait de limiter le risque d'investir dans un seul crypto actif. Ils viennent de lancer quelque chose qui s'appelle la série A. C'est pour investir directement dans l'actionnariat de Swissborg. Alors, c'est pas un actionnariat classique parce que c'était complexe, ça serait très complexe à mettre en place avec les cryptoactifs, mais ils font une levée de fonds sous forme de crowdfunding. Voilà, dans le but en fait d'impliquer leur communauté et de les associer au partage de la valeur ajoutée et aux prises des décisions de la société. Donc, moi, ça me fait penser un petit peu au principe des banques mutualistes qui, justement, font un partage de la valeur et essaient d'impliquer leurs clients. Donc, tout ça, c'est des éléments très positifs, moi, je trouve, dans leur approche. Et ça permet aussi d'avoir une plus grande stabilité dans, justement, les fonds que détient Swissborg. Alors après, est-ce que c'est un bon partenaire? Je ne peux pas vous le dire, clairement.
Je pense que personne ne peut, de toute façon, en ce moment, personne ne peut donner un avis. Tout le monde peut donner un avis, mais personne ne peut donner un avis éclairé sur l'état des différents exchanges, des différentes plateformes. En tout cas, moi, je trouve que leur approche est bien, ça me plaît bien, mais on reste dans les trains troublés, donc moi, je ne deviendrai pas partenaire triple A. Je crois qu'ils appellent ça partenaire A sur Swissborg. Mais encore une fois, je trouve que, en tout cas, de ce que j'ai vécu dans cette petite présentation, c'est que j'ai trouvé des gens qui sont humains. Le problème, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir des superstars à la CZ, à la Sam Bankman-Fried. On a besoin d'avoir de la confiance. On a besoin d'avoir des gens qui aussi reconnaissent leurs torts, reconnaissent leurs erreurs, restent humbles, savent s'entourer. Il faut savoir s'entourer aussi, parce que je pense que malheureusement, s'il y avait eu vraiment un contrôle au niveau de chez FTX, on ne serait pas dans la situation actuelle. C'est hyper néfaste pour l'ensemble du secteur. Et même les gens qui ont tout sur leur ledger, malheureusement, la perte de valeur dans les cryptos, la perte de confiance, le nombre de personnes qui se font rincer dans les cryptos et qui sortent pour ne plus revenir, elle est importante et c'est pas du tout ça dont on a besoin actuellement. On a besoin de restaurer cette confiance. Malheureusement, mis à part réussir à finaliser un système d'audit qui serait parfait, pour l'instant il n'y a pas de système et malheureusement les décisions de Armanino, les décisions de Mazars d'essayer d'échapper à ce risque que ça pourrait représenter pour eux, le risque de réputation en étant associé à un autre scandale, ça lance des signaux très négatifs pour l'ensemble de la communauté. Voilà. Encore une fois, moi je pense que l'adoption des cryptos, ça passe aussi par les institutionnels. Il faut que les institutionnels aient confiance. Ils avaient commencé à rentrer sur certaines plateformes. J'espère qu'ils ne vont pas repartir. Les cryptos, c'est super intéressant. Franchement, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de projets à créer encore. Et j'espère qu'on va passer une meilleure année 2023 que fut celle de 2022. Voilà. Donc c'était Jean-Jean, et puis je vous dis à très bientôt les amis.